Vas-y. Vas-y Mathis. Ouais. Allez Marine. Voilà, vous assistez à un événement exceptionnel et historique. Voilà, Aurel n'a plus les mains dans les poches et Aurel est en train de se faire pousser les muscles. Ça va Manuela? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça va être trop bien. La fête médiévale, ça va être trop bien. Tu le sens bien? Ouais. Bah là, une journée s'annonce bien. Ouais. T'es contente? Oui, trop. Bah Ça là, va pas... c'est un an de travail qui commence à être en forme. Donc, Un an de travail. ouais. Tu te rappelles le mois de mai, ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait au mois de mai il y a un an? Bah, on prenait les mesures. On mesurait le terrain. Ouais. C'était à la même époque. Et puis là, regarde, Voilà, ça prend forme. ça prend forme. Et demain, Et demain, bah, fête médiévale. je peux te dire que ça va passer Ça va passer très vite. Hein. très très vite. Ouais. Très, très vite. T'as pas les mains dans tes poches, Aurel, aujourd'hui? T'as décollé les mains de tes poches, Aurel? Ah. Attendez, regardez. Magnifique. Magnifique. C'est lourd. Bon, comment se passe cette journée, Marine? Bah, très bien, j'ai chaud. T'as chaud, oui. On va se plaindre, hein, il pourrait pleuvoir, ce qui serait beaucoup mieux. Oui, franchement, nous regrettons qu'il ne pleuve pas des trompes d'eau comme d'habitude depuis 2 mois. On regrette beaucoup. Pas trop fatigué? Non, ça va, mais je pense que je vais bien dormir ce soir. Oui, je pense que tu as beaucoup promené de bancs, de tables. D'ailleurs, je pense que tu as pris des muscles. Bon, on y est, hein, ça fait un an qu'on travaille. C'est demain le grand jour. Ouais, ça passe vite. Passe vite. Franchement, je pensais que ça allait être très long, mais non, c'était très vite. Contente? Et ouais, on a bien travaillé, franchement. Et là, ouais, ça va être bien demain, je pense. Ça va passer très vite aussi. Ouais, ça va être une journée qui va fondre comme neige au soleil, Ouais. puisqu'il va faire 30 degrés. Donc voilà, merci Marine. C'est pas droit. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Alors, écoutez-moi, il vient Maryse. Waouh! Pour 584 francs, j'ai des sardines. 180. Je vais pas interviewer monsieur Soleillavou Romanet qui soit coller une caméra devant le nez. Monsieur le principal, alors, vos premières impressions? Ça fait du changement, c'est bien. Les choses se montent rapidement, apparemment. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. C'est bien. On avait 15 élèves du Club Memoria qui sont venus aider. Un bel investissement de la part des élèves, c'est très bien. Et puis il y a des enseignants aussi. Oui, oui. Rochelet qui est là, c'est bien. Oui, c'est le couteau suisse du collège. Regardez ce que Monsieur Boutier m'a fait. Hein. Mais regardez, il m'a poussé dans la brousse. Mais si ça, c'est pas un mauvais point. Non, mais franchement, je viens pas. Non, mais n'importe quoi. Hein. La femme médiévale piaille beaucoup. J'espère que les sœurs demain seront pas trop mal. Ouais, ça ira. Entrée de monsieur Meunier. Et on t'a reconnu. Ça serait bien de mettre bien les fleurs quand même. Mais pas trop. Il y en a. Non, mais c'est qu'il y a des. Mais il faut pas mettre sur les menus. C'est bon? On la mangera la fourmi. Lola, tu es maladroite, ne crève pas un œil de Gabin. Ça fait des vacances.
Bon bah Cécilia, bonjour, tu es la présidente de la troupe L'Oriflamme. Quelle est l'origine de cette compagnie fort sympathique? Alors c'est une société qui a été fondée en 2010, qui a pour but de faire la promotion de l'histoire par la pédagogie, par l'initiation et par l'immersion. Et quand je parle d'histoire, je parle évidemment de Moyen-Âge. D'accord. Les 1000 ans du Moyen-Âge. Alors, on ne peut pas se prétendre spécialiste de 1000 ans de Moyen-Âge parce que ça fait quand même beaucoup. Donc nous, on s'est spécialisé sur la fin du XIVe siècle. Ça nous permet d'avoir une unité de décor, de costumes et de discours et d'être plus cohérents les uns avec les autres. Une période riante où que de la peste, que de la famine, guerre de 100 ans. Pourquoi le XIVe? Alors en réalité, le XIVe siècle, c'est effectivement connu pour la guerre de 100 ans, pour la peste et pour des épisodes un petit peu malheureux. Mais aussi, en 1380, parmi d'autres petites périodes, nous sommes dans un traité de paix où on commence à reprendre contact avec les joyeusetés de la vie, avec la culture, avec la gastronomie, avec les arts. Et comme on est à la fin du XIVe siècle, à la fin du Moyen-Âge et à la fin de la guerre de 100 ans, eh bien, on a un très très beau panorama sur ce que nous a apporté le Moyen-Âge. Et donc on peut faire un petit bilan de la période. D'accord. Faut sourire. Souriant. Et ici la calligraphie. On l'a planté. Donc du coup on a nos pieds qui est plus, c'est pour ça qu'il nous faut du monde pour plus vite on met les rayons et on plante et plus vite ça ira. Donc comme ça vous comprenez le truc. Comment s'appelle cette belle tente? On l'appelle la tente chevalier. C'est la tente chevalier. Je viens de faire la démonstration là. Oula. On va. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour planter déjà? Parce que si on n'a rien, c'est. Est-ce qu'on a un maillet seulement? Un maillet, il faut un maillet. Et Camélia, tu es impressionnante en chevalier. Regardez, vous, ça sert à rien. Si. Ah non, mais sois fier, même si le chevalier sert à rien, il faut qu'il soit fier. On n'a pas de maillet. Je suis plus grande, donc je vais. Voilà, voilà, des excuses bidons, c'est bien ça. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en prends, minus. Camélia, c'est la commerciale du groupe. Elle est en train de se vendre. Elle cherche un emploi de. En fait, marketing. En fait, c'est vrai que tu sers à rien, Camélia. T'as compris les règles de la vie, toi, c'est bon. Bah, faut être payé, mais pas faire grand chose. Ouais. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Moi, tant que je suis payé en bouffe, c'est moi. Ah non, ça par contre. Si, tout à l'heure, on a été payé en bouffe. Non, non, au début c'est marrant une fois, mais à force tu verras que. Moi j'en ai trouvé qu'un seul. Et juste mon maillet, c'est bien. Allez, on y va. C'est quoi ce casse-noisette là? Comment quoi? Ouais, c'est un casse-noisette. Vous avez pas des ballons de basket et des marteaux dans. Allez, on y va. C'est quoi ton atelier en fait que tu animes? Ouais, ça va être un Atelier musique. Donc un peu découverte des instruments de musique, on pouvait ressembler à des partitions. On va essayer de faire quelques petites polyphonies et quelques petits rythmes du Moyen-Âge. Voilà. Tout simplement, petite initiation à la musique médiévale. Ça fait longtemps que tu fais des reconstitutions historiques? Ça doit faire plus de 10 ans maintenant. 10 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à la reconstitution? Eh bien, à la base, c'est une passion depuis que j'ai 6 ans. Des châteaux, du Moyen-Âge, essayer de comprendre un petit peu quels ont été les choix de l'homme pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est assez passionnant. Et quand j'ai appris que je pouvais apprendre le maniement de l'épée comme au temps des chevaliers quand j'avais 16 ans, ben j'ai foncé. Et j'ai fait mes premières reconstitutions, mes premiers tournois comme ça. D'accord. Et après, comme j'étais aussi musicien en parallèle, ben j'ai mélangé les deux. Et maintenant mon métier c'est faire de la musique médiévale. D'accord. T'as Voilà. fait du béour? Non, j'ai fait de la MHE. D'accord. Voilà. Donc on va surtout s'appliquer à être gentil avec toi demain pour éviter quelques désillusions. Et l'une des choses qu'on apprend quand on fait de l'esprit médiéval, c'est la maîtrise de soi, c'est la connaissance de soi, c'est d'être courtois, viril mais courtois comme on dit. Voilà. Donc, Et t'as fait des études d'histoire, non, à la base ou Non, rien à totalement voir? autodidacte, c'est sur le tas, à force de rechercher, de faire des rencontres. C'est beaucoup de rencontres. Comme à l'époque, on se transmettait les informations à l'oreille. D'accord. Voilà.
Et l'Oriflamme, tu es depuis combien dans la troupe Depuis 2017. 2017. Au moins, ouais. Voilà. J'ai même pas demandé ton prénom. Rémi. Rémi. Bon bah, bienvenue chez les Bourbonnais, Rémi. Merci beaucoup, c'est une première. Bon. Et ben, super journée demain. Ouais, avec plaisir. Non, donc, du coup, tu as une blanche et bleue. Ok. Ce sera parce que la face c'est rouge et noir. Et noir et Ouais, blanc et bleu, c'est pas rouge et blanc aussi. Il y a rouge et blanc, ouais. Donc moi je pense que sinon il va falloir vraiment que je me débrouille pour les ouvrir la tente et mettre tous les instruments toute la journée sous la tente. Ouais. Si tu leur mets de la crème solaire dessus, ça fait pas. Ça marche C'est pas, juste dégueulasse. Je vais essayer. Impression. Bah, ça prend forme, hein. Ça commence à pousser. Et on a bien avancé. Oui. Contente? Oui. Pas trop crevé parce qu'on a beaucoup promené des tables, promené Ça des va. bancs. Ouais, ça va en vrai, je pensais bien. Bon. Et toi, Eloane? Bah, moi c'est à peu près pareil, ça va. Moi je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je suis impatiente. On n'a jamais été aussi près, hein? Plus ça va, plus mais là, est-ce qu'on va travailler À la même période l'an dernier, on comptait avec les parents mesurer le terrain pour avoir une idée de où planter les tentes. Et là, ça prend forme. Et là, c'est Et bon, là- ils sont là, il y a les comédiens. Et là, que vois-je? Des tentes. Une tente! Et il y en a une autre chose. Bon, on a hâte, hein? C'est Ouais. demain? Ouais. Bon, vous la sentez comment cette journée demain? Ah bah ça va être génial. Ah ouais, c'est trop bien. Il y a Aurel qui m'a dit ils sont drôlement sympas, ils nous ont expliqué pour les tentes là. Aurel, c'est super gentil. Hein. bon. D'un chevalier, donc d'une personne qui a ce statut en fait d'un noble, alors que la poivrière sera plus une tente de déplacement pour des troupes en fait. C'est beaucoup plus facile à monter, D'accord. beaucoup moins prestigieux entre guillemets. Là, rien que la différence, elle est notable. Là, on va devoir mettre des rayons tout autour. Alors que la poivrière, c'est comme un tipi. C'est juste le mât et la tente. D'accord. Une pièce ronde, voilà, avec des jeunes écuyers pour tenir, c'est toujours plus pratique. Vous avez une pièce ronde ici avec des trous qui permettent d'accueillir les différents rayons, qui vont permettre en fait d'écarter la toile et de créer un grand espace. D'accord. Donc c'est une tente qui est beaucoup plus travaillée que la simple poivrière qui se rapprocherait presque d'une forme de tipi en fait. D'accord. Et tu m'as dit de t'interviewer pendant longtemps pendant que Rémi bossait, donc je vais essayer de m'appliquer et tout. Alors, c'est toi ton rôle dans la troupe L'Oriflamme, quel est-il? Tu fais quoi? T'as déjà ton prénom, présente-toi, tiens. Coq, je suis alors je suis beaucoup plus du sud-est moi, de la région du Var. Alors officiellement dans la troupe Oriflamme je suis musicien et apprenti maître à danser parce que j'ai pas encore tout appris. Officieusement je suis surtout en intérim, en dépannage, mais en musicien quand même. Et que dire de plus? La reconstitution, comment tu y es arrivé? Oh, ça remonte à... Calez-vous correctement parce que vous allez y rester un certain temps. Vraiment... Moi je suis bien là, je fais un câlin au Sûr? Je lâche. La reconstitution. Alors reconstitution, j'en fais pas, je fais de l'évocation historique parce que la reconstitution c'est quand même extrêmement poussé et pour l'instant j'ai pas encore. Je vois ça. J'ai pas encore intégré de troupe vraiment de reconstitution à proprement parler, bien que je suis un grand fan d'histoire. Et les fêtes médiévales, ça remonte à mon enfance où j'y allais assez régulièrement en fait avec mes parents. Ça nous a tous pris comme ça en fait. C'est ça, et petit à petit, à force d'y aller, d'y retourner, à force de traîner dans ce milieu, j'ai intégré une troupe dans un village à côté de chez moi qui s'appelle Roquebrune-sur-Argence. Et j'ai intégré la troupe, j'ai appris la vie du Moyen-Âge au XIIIe siècle, moi c'est pas le XIVe. Les différents ordres, la vie sur un camp, les différentes tâches qui incombent, l'écriture, comment on faisait des produits cosmétiques, comment on soignait, comment on combattait, les différents armements, leur historique aussi, en 3 langues, français, anglais et italien. C'est assez pratique pour la troupe. Bien joué ça. Et encore vous êtes à Londres.
place la tente. Vas-y, Ouais. finis l'intérieur, on place la tente. Et bah, étant mordu de musique depuis encore plus longtemps que les fêtes médiévales, en fait, c'est naturellement que j'ai fait de la musique mon métier, avec une spécialité sonore de cornemuse. Alors entre autres en médiéval, mais pas que. Donc, puis après, tout ce qui a été, toute la musique en fait médiévale, l'harmonie, la polyphonie. Je fais aussi partie d'une troupe qui fait de l'évocation historique mais très poussée, qui s'appelle les Gauliards, les Gauliards tout court. Il y a des Gauliards de Provence, c'était avant, c'était autre chose. Qui eux vraiment sont dans une démarche historique où on joue vraiment que des morceaux sourcés grâce au codex et aux traces qu'on a pu trouver. Donc c'est une expérience aussi très intéressante de se rapprocher autant que possible de ce qui pouvait se faire à l'époque en matière de musique. Donc voilà pour mon petit parcours. Il y a un coq, ça. Je dis que le chevalier il a une très belle tente. Qu'est-ce qu'il dit le chevalier? Le chevalier il dit qu'il est surtout beaucoup plus efficace que l'équipe bleue. Noir et rouge ça marche. C'est pour ça. Blanc et bleu c'est encore un peu bancal là-bas. Et Simon, c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que j'ai quitté la tente bleue, parce que j'ai vu que là il y avait un autre rendement déjà. C'est ça, hein. On voit la force de l'habitude. Quel est ton rôle toi Simon dans la troupe Loriflamme? Dans la troupe Loriflamme, je suis comédien, consultant. Je fais plein d'ateliers différents en fonction des différentes représentations, des différentes manifestations. Ici, demain, je vais faire des présentations d'armure, d'armement et d'adoubement du chevalier, etc. Voilà. Ça va tourner beaucoup autour des plaques de métal qu'on se met sur le corps pour faire du catch avec. C'est vrai qu'il fait un peu frais et je pense que demain tu vas être bien. Ouais. Tu devrais. Je me suis mis à l'ombre dans un cadre très bucolique, je devrais être super bien. Et je pense qu'on va apporter les œufs pour l'omelette sur ton armure. Et vous voyez, je vais la laisser, les plaques de métal, je les laisserai là sur la table, bien au soleil, il n'y aura plus qu'à casser les œufs dessus, ce sera parfait. Comment t'es venu à la reconstitution historique, Simon? Ah, moi, comment je suis venu à la reconstitution historique? C'est une très bonne question, il faut que je m'en souvienne. A priori, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré, depuis que j'ai découvert ça quand j'étais tout gamin, la légende arthurienne. Du coup, forcément, de la légende arthurienne, je me suis intéressé à la chevalerie. De la chevalerie, en creusant un peu, on est obligé de s'intéresser à plein de choses pour comprendre ce que c'est vraiment la chevalerie, parce que c'est pas quelque chose de simple. La chevalerie, c'est un fait qui est hyper complexe et qui contient plein d'autres sujets. Du coup, la noblesse, la vie de la noblesse, les railbiques, les armures, les armes, du coup la guerre, du coup les armes de siège, les châteaux. Et de fil en aiguille, au bout d'un moment, on finit par sans vouloir me jeter des fleurs, être un petit peu expert en Moyen-Âge en général. Voilà. Je suis arrivé là-dedans par la légende arthurienne, je dirais. Excalibur, John Borman, Jean-Marc Hall, les lectures, beaucoup de séries et de films aussi. Je suis de cette génération-là qui a fait beaucoup sa culture par l'audiovisuel, mais si, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Ouais. T'as fait des études d'histoire? Non, pas du tout. J'ai fait des études de comédien et je suis arrivé dans la reconstitution médiévale pro un peu par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, après mon école de comédien, je ne savais pas trop quoi faire de moi-même. Et puis j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit « mais tu adores le Moyen-Âge, pourquoi est-ce que tu fais pas ça ?» Et moi, j'étais persuadé à cette période-là que les gens qui faisaient des fêtes médiévales, ils faisaient ça par passion, comme bénévole le week-end, comme on va à la pêche ou faire autre chose. Et j'ai découvert qu'en fait, non, il y avait tout un pan de gens qui faisaient ça de manière rémunérée, professionnelle, pour donner des cours dans les scolaires, dans les périscolaires, dans plein de choses, plein de possibilités. Pour faire de la cascade, du combat, etc. Et du coup, voilà, comme j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, je me suis jeté là-dedans à corps perdu et je ne fais quasiment plus que ça depuis 6 ans maintenant. Les couleurs de cette tente ont une importance. En quoi elle est faite? Quel tissu? Alors a priori, je dirais que c'est du coton, ça. Je pense que c'est du coton parce que le coton c'est ce qu'on va avoir le plus de facilité au Moyen-Âge à tisser de manière à ce que ce soit le coton et la laine. C'est les deux tissus qu'on va tisser de manière à ce qu'ils soient le plus serrés, donc le plus facilement imperméables. Donc l'idée de la tente, c'est quand même de se mettre entre autres à l'abri des rayons du soleil et de la pluie, donc il faut que ce soit bien imperméable.
pour ce qui est des couleurs, oui, les couleurs ont toujours une symbolique plus ou moins forte au Moyen-Âge. Hein. Ils adorent la couleur, ils en mettent partout et du coup forcément ça a du sens. Ils le font pas au hasard. Mais j'ai lu un truc passionnant là-dessus de Michel Pastoureau qui parle très bien des couleurs, qui disait que il faut faire attention à pas tomber dans le symbolisme par automatique, à pas vouloir mettre du symbolisme partout. Il faut pas oublier que les gens au Moyen-Âge, c'était déjà des gens un peu comme nous. Ils vivaient pas dans la même société, ils n'avaient pas exactement tous les mêmes fonctionnements que nous, mais malgré tout, ça restait une société relativement proche de la nôtre. Et du coup, en fait, les gens avaient simplement leur goût et il y avait des modes. Et du coup, oui, les couleurs pouvaient avoir beaucoup de sens. Et puis, on pouvait aussi un beau jour décider de prendre tel blason de telle couleur parce que ce jour-là, on était d'humeur à préférer tel blason de telle couleur au final. Et ça pouvait aller contre toutes les règles de l'héraldique, mais c'est comme ça. Les effets de mode existent déjà depuis l'Égypte antique, en fait. Du coup, cette tente-là en particulier, les tentes en général, je pense que ça va plus être une question d'esthétique, de richesse aussi, évidemment, de moyens, parce que toutes les teintures n'ont pas le même coût. Les teintures valent plus ou moins cher. Le bleu et le rouge sont deux des couleurs qui valent le plus cher. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est plutôt la tente de quelqu'un qui a les moyens. Et est-ce que demain tu seras capable de faire allégeance au seigneur comte d'Auvergne? Ah bah, sans problème. Moi, je suis un Gascon et je suis un Gascon pur souche et l'Auvergne, à l'époque qui nous intéresse, fait partie du Grand-Duché d'Aquitaine historique. Du coup, Gascon, Auvergnat, on est cousins. Hein, on appartient tous à la même branche, on parle tous la langue d'oc, donc avec grand plaisir. J'ai hâte de le rencontrer demain, et je lui ferai allégeance sans difficulté. Demain, tu vas rencontrer ton cousin. Avec grand plaisir. Merci Simon. Avec plaisir. Alors Caroline, quel est l'atelier que tu vas animer? Donc j'anime l'atelier Sciences de l'héraldique. Sciences de l'héraldique. Voilà. Science. Et tu peux nous en dire un peu plus? C'est une science puisque c'est codifié. Voilà, il y a une interprétation scientifique à tout ça et je vais essayer de communiquer cette science, une initiation aux enfants. Comment tu l'animes cet atelier? Alors il y a une partie, la première partie où je vais expliquer donc ce qu'est la science de l'héraldique et puis la seconde partie où ils vont laisser cours à leur imagination, toujours avec ces codes de l'héraldique, et ils vont pouvoir créer leur blason qu'ils pourront emporter avec eux. D'accord. Voilà. Et tu es dans la reconstitution historique depuis longtemps? Moi ça va faire 5 ans. Je fais partie d'une troupe médiévale, voilà, et à côté, donc je viens prêter main forte à l'Oriflamme de temps en temps. D'accord. Ouais. Comment tu es arrivé dans la reconstitution? Par amour. Ouais. De la reconstitution, bien sûr. Ou du reconstitueur. Du reconstitueur au tout début, voilà. D'accord. Et c'est devenu une passion? C'est devenu une passion. J'ai trouvé des amis et pouvoir enseigner aux enfants, c'est top. De pouvoir leur montrer ce qu'était le Moyen-Âge et casser les idées reçues. On recrute. La fameuse poivrière. Chevalier. C'est bon, c'est le nom des côtes. Qu'est-ce qui se passe comme atelier dans la poivrière? Ici on a la danse, on va avoir la danse un peu autour. C'est la danse qui va se trouver autour. Voilà. Se mettre là, c'est pour faire le pont. C'est toi la maître danseuse? Oui, c'est moi la maître danseuse. Bonjour maître danseuse, bonjour. Maîtresse danseuse. Oui.
vous allez en pleine forme pour une femme qui vient du Moyen-Âge, du XIVe siècle. N'est-ce pas? Ça a beau être la fin du Moyen-Âge, je trouve que... On est bien conservé. Voilà, tout est dans les épices, vous irez voir à l'atelier cuisine, elle a tous les secrets. Quel est ton rôle dans la troupe L'Oriflamme? D'abord ton prénom. Alors mon vrai prénom c'est Alice, mon prénom médiéval c'est Aïris. Et donc dans l'Oriflamme, j'interviens, alors je fais la danse aujourd'hui, mais je sais faire aussi la calligraphie, les bâtisseurs, l'atelier conte, enfin voilà, je suis plus multidisciplinaire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous présenter demain comme danse? Le branle? Oui, on va voir le branle de l'ours, le branle des chevaux, la danse des lavandières. C'est lequel l'ours parmi vous? Ils le sont tous, mais faut pas le dire. D'accord. Sinon ils se battent. Et non, après il va avoir va faire un petit jeu avec les plus grands pour qu'ils inventent leur propre danse. Donc je donne les bases et après ce serait bien de créer leur propre danse. Donc, comment t'es arrivé à la reconstitution historique? Oh, c'est par le bouche à oreille et puis par curiosité, voilà. Parce que c'est chouette d'avoir les origines des choses. Toi aussi, tes parents t'ont amené voir des spectacles, des fêtes médiévales et tu as plongé. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, on commence tous avec un pied dans une médiévale. Dans le sud-ouest, on en a quelques-unes quand même, donc c'est assez chouette. Ouais. Bon, bah, bienvenue chez les fous en Bourbonnais. Merci. J'ai tellement hâte. Trop bien. Donc, monsieur Rochelet, vous démissionnez de l'éducation nationale. Ça y est, vous avez trouvé une vocation. Nouvelle épreuve de sport, le plantage de sardines au maillet. Et depuis hier soir, je suis spécialiste tambourin et flûte. Oui, j'ai cru comprendre que vous avez eu une petite passion, une petite émotion en découvrant la musique médiévale hier. Et comment es-tu arrivé à créer ta compagnie médiévale de reconstitution? Comment on arrive à tout ça? Comment on en arrive là? Études d'histoire, déjà. Il y a eu des études d'histoire, mais en réalité, ma première rencontre avec l'histoire, elle a été faite grâce à un documentaliste dans un collège. Comme je te comprends. Et en fait, j'étais en quête de lecture et la documentaliste du collège m'a fait découvrir les livres dont vous êtes le héros. Et en particulier certains ouvrages qui se passaient dans un univers médiéval fantastique. Et je suis tombée dans le Moyen-Âge, me suis tournée de plus en plus vers l'histoire et moins le fantastique. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri sur les bancs de la fac. J'ai fait un master en études médiévales, spécialité archéologie. Et comme j'en avais un petit peu marre d'être toujours le nez dans les bouquins et de faire de la recherche, j'ai cherché un moyen de transmettre les connaissances que l'on pouvait acquérir dans les bibliothèques ou sur les chantiers de fouilles. Et c'est comme ça que la reconstitution et l'archéologie expérimentale sont venues à moi. D'accord. Et on peut faire vraiment de la reconstitution en 2023, historique tu coupes pas avec une machine à coudre, je suppose. Comment tu travailles? En 2023, quand on veut faire de la reconstitution, il faut être conscient de ses limites. C'est-à-dire que on peut faire au mieux. On peut essayer de reconstituer le plus fidèlement possible, d'après des enluminures, d'après des sources ou d'après des sources archéologiques également. Mais il faut être conscient qu'on ne peut pas tout faire comme à l'époque parce que, en gros, il y a peut-être 5% de choses dont on est sûr sur la période que nous on reconstitue. Donc c'est beaucoup d'extrapolation, c'est beaucoup de bon sens et ça ne pose pas de problème tant qu'on en est conscient et tant qu'on le communique au public. C'est-à-dire que voilà, demain, toute la journée, on va allumer avec ces classes de collège et de CM. À chaque fois qu'on nous posera la question « est-ce que ça vient vraiment du Moyen-Âge ?» La réponse, ça sera non, c'est de la reconstitution, c'est pas des pièces authentiques. Mais en revanche, eh bien, on peut dire que oui ou non, ce que l'on présente, ça ressemble, c'est inspiré, ou si c'est vraiment de la reconstitution. On prend des libertés, bien sûr. Oui, regarde Simon. Oui, Simon, il vient d'Orange, lui, avec son portable. C'est un portable d'Orange, Simon? Pardon, j'avais la présidente qui disait des trucs intéressants, importants. Oui, pardon. La TG. Donc quand on fait la reconstitution aujourd'hui, il faut juste qu'on sache ce qui est réellement historique et ce qui ne l'est pas et être capable d'en parler. Donc oui, demain on va se promener en costume. Certains d'entre nous, je faisais référence à la machine à coudre, ont des coutures qu'on appelle vraiment des coutures histo qui sont faites à la main. Certains d'entre nous ont des coutures machines, c'est ok, il suffit de le dire et d'être honnête sur ce que l'on représente et ce que l'on reconstitue. L'objectif de l'Oriflamme, c'est de transmettre et de créer des moments d'échange, souvent intergénérationnels,
Et en fait, le Moyen-Âge, c'est un petit peu un prétexte pour se trouver une excuse pour discuter de la façon dont on vit, de la façon dont on vivait, de ce qui a évolué, de ce qui n'a pas évolué, de ce qui nous plaisait à l'époque, de ce qui ne nous plaisait pas. C'est un moyen de voyager tout en restant tranquille. Et c'est une excuse pour créer du lien. Vous êtes combien dans la compagnie? Dans la compagnie, en fixe, on est très peu, parce qu'on est 2 toute l'année. Et ensuite, on travaille avec des joailleries, comme vous voyez là, qui viennent pour des missions ponctuelles, rejoindre les rangs, et selon les ateliers que l'on va présenter ou les spectacles que l'on va présenter, on va faire appel à des personnes. Comme votre venue au collège Jean de La Fontaine, autour d'une dizaine d'ateliers. Exactement. Voilà, merci Cécilia. Avec plaisir.